Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Ce sont au total 280 élèves de classe de terminale et 246 candidats de 3e qui prennent part aux examens blancs du baccalauréat et du BEPC qu'organisent les responsables du lycée et collège Rapanda Walker. Kelly Liwanda pour plus de détails. Afin d'être mieux préparés aux examens officiels de fin d'année qui pointent à l'horizon, les responsables du lycée et collège Rapanda Walker de Port-Gentil organisent depuis ce lundi 18 mars 2019 le baccalauréat blanc et le brevet d'études du premier cycle session 2018-2019. Un examen blanc qui permettra aux impétrants d'être dans les conditions du vrai examen. Pour l'heure, aucune irrégularité n'est à signaler. Oui, bon là, nous sommes à la deuxième journée. Les élèves passent en terminale, ce sont les mathématiques. Et BPC, c'est l'instruction civique, examen blanc. Bac blanc et BPC blanc. C'est simplement la préparation des enfants aux vrais examens. Les mettre déjà dans les conditions, qu'ils apprennent et voir comment ça se passe. Au bac, ils sont 281 et au BPC 246. Non, il n'y a pas eu d'absence au niveau des élèves. Non. Bon, peut-être quelques retards au niveau des surveillants. Vous savez, les adultes, les femmes, les mères d'enfants, il faut préparer les enfants embauchés. Sinon, il n'y a pas d'incident particulier. Pas de cas de fraude, rien. Un examen blanc jumelé pour des raisons essentiellement économiques. C'est par souci économique, on va dire. Hein? On peut faire les deux et ça nous revient moins cher. Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi, comment on dit ça, une question de temps. Une question de temps. On a voulu le faire dans cette période-là pour pouvoir donner, puisqu'après on va en vacances. Comme ça, les enseignants iront en vacances avec les copies et auront tout le temps pour corriger à la rentrée. On va proclamer. Les attentes sont nombreuses pour les dirigeants de cette structure. Déjà pouvoir jauger nos candidats, pouvoir déjà les jauger et voir de quoi ils sont capables. Et puis les notes au sorti de là, les notes là aussi vont leur permettre soit de passer en classe supérieure, soit de rester sur place, quoi. Le BPC, les maths demain, et le bac, c'est l'histoire jour. Depuis plusieurs mois, les assurés de la CNAP-GS de la capitale économique ne bénéficient plus des prestations sanitaires qu'offre cette entité au centre hospitalier régional de Tchengué, une situation qui n'est pas pour plaire à ces nombreux Gabonais économiquement faibles, laissés pour compte, semble-t-il. Pour accompagner les populations vulnérables dans leurs dépenses sanitaires, que le Gabon a mis en place en 2007 le régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale. Aujourd'hui, la CNAM-GS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, est considérée comme le fer de lance de la politique sociale du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Toutefois, ce qui depuis son application amoindrit les économiquement faibles dans leurs dépenses en matière de santé, semble être suspendu au CHR de Port-Gentil aux grandes dames de ses bénéficiaires. Je ne crois que c'est normal parce que ça a aidé plusieurs personnes qui sont difficiles. Je ne connais pas les raisons à laquelle pourquoi ça ne passe pas, mais s'ils peuvent remédier à ça. Après, on a dit que ça ne passait pas. Quand on vient ici, on veut se soigner, on dit que ça ne passe pas. C'était bien, ça a aidé beaucoup de personnes. Ça nous aidait. Même ici, la consultation était à 3 000, avec la finale, vous pouvez payer 600. Mais là, maintenant, c'est normal. C'est normal. Ça ne passe pas. On n'a pas le choix. Malheureusement pour ces derniers, jusqu'à ce jour, aucune communication officielle n'a été adressée à leur endroit, mais ils interpellent tout de même les pouvoirs publics à remédier à la situation qui n'est pas sans conséquence. Remédier à la situation parce qu'il y a beaucoup d'économiquement faibles qui n'ont pas les moyens. Beaucoup meurent là, comme ça, ils n'ont pas les moyens. Donc, déjà, on était déjà... Ça nous faisait déjà... Bon, on avait déjà un peu d'aide, quoi. Ça nous aidait, mais non, on ne sait plus quoi faire. On est là, on fait avec, on n'a pas le choix. Aucune idée, mais moi ça fait plus d'une semaine que je suis là, je n'utilise pas la CNAM-GS. Et par rapport au fait qu'il n'y a pas de CNAM-GS, on a du mal à acheter les ordonnances convenablement, tout simplement parce que
Apparemment, on a l'impression que c'est rien qu'en province, parce qu'au niveau de Libreville, à la capitale, la CNAM-GS en fait, continue à fonctionner là-bas, mais c'est au niveau des provinces où il y a des problèmes. Donc on lui demande tout simplement à l'État de régulariser la situation. Parce qu'on a vu des gens partir là, les parents sont très démunis, il n'y a pas la possibilité de pouvoir acheter une ordonnance complètement, convenablement. 2 ou 3 ordonnances arrivant par exemple des 50 ou 85 000 comme nous on vit là, c'est pas vraiment donné à tout le monde. Bien que les entités en charge du bon fonctionnement de cette assurance ne communiquent pas assez sur la situation, il n'en demeure pas moins que celle-ci devient très critique pour ces nombreux Gabonais à qui cette assurance est d'une aide inestimable, surtout en cette période conjoncturelle qui semble avoir atteint son paroxysme au Gabon. C'est pour renforcer les capacités des membres des ONG engagés dans la RED+, mais aussi démontrer le lien économique et social de ces organisations que celles-ci ont organisé un atelier de formation à la commune d'Akanda. Un atelier de formation des ONG gabonaises engagées dans la RED+, s'est tenu dans la commune d'Akanda. Les assises qui avaient pour objectif le renforcement des capacités des membres des plateformes et de démontrer le lien économique et social des actions menées sur le terrain. Au sortir de ces échanges, le coordonnateur national, un expert du CNRS et président d'ONG donnent ici leurs avis sur le projet RED+. On parle de la RED+, et pourquoi plus? Voilà, parce que la RED, les États ils se sont rendus compte qu'on parlait plus, dans la RED, on voit plus la lutte contre la déforestation, la lutte contre l'exploitation illicite des forêts, mais plus vient ici s'ajouter dans le cadre de la conservation et le développement durable, encourager les États à développer leur pays dans le cadre de l'économie verte. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la partie plus. Donc je vais informer, sensibiliser les acteurs de la société civile sur les enjeux et l'implication de la jeunesse surtout. Pourquoi la jeunesse n'est pas impliquée en amont comme en aval sur le concept de la RED+. Alors c'est un projet piloté par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique qui a été obtenu par l'Eurocevac, le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Et c'est un projet aujourd'hui qui est financé par la Banque mondiale et dont l'Alliance panafricaine assure le contrôle, le suivi et la coordination. Notre apport elle est importante parce que nous travaillons avec les populations en milieu rural. IDRC Africa fait un focus spécialement sur le secteur agricole. Vous savez, la forêt, les populations gabonaises sont tributaires de la forêt. Toute notre vie tourne autour de la forêt, aussi bien pour se soigner, pour manger, pour nos rites initiatiques et ornementales et même la construction de nos maisons. Et quand on parle de la forêt, les populations sont au centre de ce processus de développement. Reste plus qu'à espérer que ces enseignements permettront à l'ensemble des membres des plateformes et ONG à plus d'efficacité dans les actions qui sont posées tout en créant un lien économique et social. D'un atelier à un autre, à Libreville, s'est tenu dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la production des statistiques de l'éducation et de l'élaboration du plan sectoriel, un atelier de validation et des outils de la collecte des données statistiques. Les précisions avec Tanguy Owana de la RTN, notre confrère. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la production des statistiques de l'éducation et à l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation du Gabon qu'un atelier de validation de la méthodologie et des outils de la collecte des données statistiques se tient ce jour à Libreville. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies pour l'éducation et en vertu de son mandat, s'est vu confier le rôle de conduire et de coordonner l'agenda 2030 à travers le cadre d'action éducation 2030 par la communauté internationale. Elle s'est donc engagée à accompagner également le Gabon. Bon, nous sommes sur l'élaboration des statistiques de l'éducation. Donc, on prélude aux travaux qui vont marquer cette campagne.
nous sommes sur la validation des questionnaires qui seront administrés sur le terrain par les agents recenseurs. Et moi, comme je suis le référent de l'alphabétisation, je m'occupe des questions techniques ayant trait à l'alphabétisation. Donc, vous savez que chaque domaine a son jargon et sa technicité. Alors, je suis là pour apporter des modifications par rapport au questionnaire. Bon, pas apporter des modifications, disons, pour l'élaboration des questionnaires. Voilà, les travaux avaient déjà été faits en amont, mais nous sommes juste là pour les dernières retouches avant la validation qui se fera lundi. Rappeler à tous nos responsables des centres d'alphabétisation, en fait, tout ce que nous attendons d'eux, qu'ils soient coopératifs, voilà, qu'ils apportent tous les éléments dont les agents recenseurs auront besoin sur le terrain. Cet atelier qui a ouvert ses portes depuis le 12 mars 2019, qui est animé par un expert en mission de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, a pour but la validation des instruments de collecte et de l'appli. Première culture de rente au Burkina Faso avec plus de 4 millions de personnes qui la pratiquent. La filière du coton connaît de nombreux problèmes depuis plusieurs années malgré les efforts du gouvernement. Reportage. Boycott de la production dans certaines zones, infestation parasitaire sévère ou encore pluviométrie irrégulière, ce sont là les principales raisons de la contre-performance connue par le Burkina Faso dans la production cotonnière entre 2016 et 2018. Avec un objectif de production de 820 000 tonnes de coton-graine, la campagne 2017-2018 s'est achevée avec une récolte de 613 000 tonnes. La question se structure autour d'une question de prix. Ces gens-là, ce sont qui, effectivement, nous sommes dans un cercle infernal, on produit beaucoup, mais on n'a jamais de l'argent. Et chaque fois, nous sommes endettés. Je pense que c'est ce qui a entraîné cette crise à ce niveau-là. Le gouvernement burkinabé a même débloqué plus de 9,6 milliards de francs CFA afin d'amoindrir le coût des intrants de la campagne 2018-2019. Au Mali, les Maliens ont les engrais à 11 000 francs, nous avons les mêmes engrais subventionnés à 15 000 francs. Les Mali ont 260 francs les prix d'achat aux producteurs, nous avons toujours 250 pour les premiers choix. Donc, du coup, et ce sont les mêmes marchés qui vont aller vendre leur production. C'est ce qui nous démotive. À noter que le coton demeure la première culture de rente du Burkina Faso avec plus de 4 millions de personnes qui la pratiquent. La filière représente plus de 28% du PIB agricole et 4% du produit intérieur brut. Les parents d'élèves du lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody à Abidjan s'impliquent dans le conflit opposant les autorités et les enseignants en grève depuis 7 semaines pour tenter de trouver un terrain d'attente. Les précisions avec nos confrères d'Africa 24. Les parents d'élèves sont inquiets de la poursuite de la grève des enseignants du secondaire en Côte d'Ivoire. Ceux-ci sont en grève depuis 7 semaines pour des revendications corporatistes. En réponse à cette grève, les parents d'élèves du lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody à Abidjan s'impliquent pour aider les enseignants et les autorités à trouver un terrain d'entente. La grève est nationale, mais nous estimons que les négociations étant en cours, il faut pouvoir leur donner une chance en permettant à tous nos enfants d'avoir cours au lycée Sainte-Marie comme cela se fait ailleurs dans d'autres lycées. Et ensuite, faire comprendre à l'ensemble de nos amis parents d'élèves que nous avons à nous mobiliser pour aider dans la recherche de la solution. C'est la meilleure posture qui puisse être la nôtre, puisque cette crise, quand elle perdure, forcément nous sommes perdus. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale se veulent rassurants quant aux mesures pour éviter une année blanche. Des aménagements, selon eux, seront apportés au programme et aux emplois du temps. Nous sommes des techniciens. Et nous faisons des propositions concrètes et techniques sur ce qui peut être fait et ce qui doit être fait en la matière. Tout en redoutant la question de l'année blanche, qui n'arrange personne, qui n'est honorable pour personne. C'est en cela que la prise de conscience devrait être collective pour chacun d'entre nous. En rappel, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire
plateforme de 40 syndicats réclame la revalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours du mercredi au primaire et de l'emploi d'instituteurs adjoints, ainsi que le doublement des primes de correction des examens. Oussama Abou, c'est le nom d'un jeune entrepreneur marocain qui va bénéficier de la part de la Fondation Almeda d'un financement de 1000 dirhams grâce à sa start-up spécialisée dans l'affichage du contenu à distance sur divers écrans. Oussama Abou va bénéficier d'un financement de 100 000 dirhams de la part de la Fondation Almada grâce à sa start-up Smart Prospective spécialisée dans l'affichage du contenu à distance sur divers écrans en faveur des grandes entreprises, des banques et des petits commerçants. Le jeune Marocain basé en France a été désigné lauréat du trophée du jeune entrepreneur 2019. Je suis venu en me disant que c'était quand même une belle opportunité de rencontrer plein de monde, voilà, d'améliorer mon business. Mais au-delà de ça, je ne m'attendais pas au prix et encore moins à la première place. On fait de l'affichage à distance, c'est-à-dire qu'en gros vous avez un parc d'écrans, beaucoup d'écrans un peu éparpillés dans le monde, un peu comme celui qu'on voit à côté de nous, et du coup on vous permet de l'afficher, d'afficher du contenu depuis Internet sur cet écran, c'est-à-dire vous poussez la publicité, et ensuite on utilise une solution d'intelligence artificielle qui permet d'adapter en fait l'affichage en fonction des individus qui passent devant. Cette cérémonie a aussi permis de décerner à la société égyptienne LCOED Electric le trophée de la coopération Sud-Sud, un prix qui récompense l'entreprise qui a excellé dans la coopération Sud-Sud. Objectif, ouvrir les marchés des États africains encore fragmentés. L'Union africaine a pris une décision importante pour moi au niveau politique cette année. C'est le fait d'acter la zone de libre-échange économique continentale. Les réformes en matière d'ouverture des marchés, en matière de facilitation de l'investissement, en matière de facilitation de la circulation sont importantes et le secteur privé doit être au rendez-vous. Ça, c'est le challenge que nous avons. Le prix de la reconnaissance a été remis au président sierra-léonais, Julius Maada Bio, dont le pays a été à l'honneur au cours du 6e Forum international Afrique Développement, afin de rehausser l'image et l'importance de cette édition. Ces trophées démontrent, selon les participants, la capacité des Africains à faire confiance à sa jeunesse pour répondre aux enjeux contemporains. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. Merci d'être restés des nôtres et bonne suite de nos programmes.